En 1931, Chaplin a terminé Les Lumières de la ville, qui a été un succès colossal, mais il en sort absolument exténué. Le tournage a été très long, très compliqué, et il décide de s'accorder une pause, et il fait un tour du monde. D'abord, il va retourne un peu en Angleterre, et puis ça va se transformer en un tour du monde qui va durer 18 mois, et il va visiter de très nombreuses capitales dans lesquelles à chaque fois on lui réserve un accueil extraordinaire. C'est vraiment la personnalité la plus connue de l'époque, et donc ça lui permet de voir vraiment du pays, et puis de se ressourcer un petit peu. Quand il revient, il se sent très seul à Hollywood. Il reconnaît déjà pas l'industrie qu'il a pourtant contribué à bâtir, et il est dans un moment de doute. Il ne sait pas exactement ce qu'il va faire. Il a déjà fait un film encore muet en 31, alors que le cinéma est parlant depuis 1927. Et il a peur d'être démodé, il ne sait pas exactement quoi faire, s'il doit refaire un film muet. Il va être un petit peu remis à l'étrier par Paulette Godard, qu'il rencontre, qui est donc la comédienne, qui a 20 ans à l'époque, lui en a 43, et avec laquelle il va entamer une liaison qui va durer un certain temps. Il se marie en secret durant son fameux tour du monde. Elle l'inspire un petit peu, il décide de réécrire un film et de recommencer à imaginer un scénario. Alors il est évidemment face à cette question du cinéma sonore ou pas. Il envisage au départ de surtout parler d'un élément qui serait social et réaliste, parce que depuis qu'il a du succès, depuis ses courts-métrages. Hein. Là, il a réalisé à ce moment-là 5 longs-métrages, mais il a évidemment un très grand nombre de courts-métrages auparavant qui mettent déjà en scène le fameux Vagabond. Il a toujours eu un regard particulier, évidemment, sur cette personne qui est une personne marginalisée et qui est devenue un peu la personne qui venge un petit peu la population. Ça explique aussi une part de son succès. Il reprend, si vous voulez, un petit peu la figure du valet dans le théâtre, hein, celui qui justement va satisfaire un petit peu le public le plus populaire. Mais il est aussi considéré comme une figure anti-bourgeoise qui est absolument adulée par les intellectuels. Donc c'est devenu une figure extrêmement importante, mais qui est largement plus justement admiré pour son personnage, Charlot, que pour sa personne, Charlie Chaplin, qui lui est finalement un petit peu vampirisé par cette figure-là. Sur le film justement précédent, Les Lumières de la ville, qui est un film qui est assez proche du mélo, qui est une intrigue sentimentale assez poussée, certaines critiques lui ont fait le reproche de frôler le sentimentalisme et de s'éloigner de certaines questions qui devraient être abordées. Et c'est quelque chose auquel il a vraiment réfléchi, qui lui tient à cœur. Il se dit, dans mon prochain film, j'aimerais vraiment aborder la dimension réaliste. Et c'est quelque chose qui, en tant que personne, lui tient beaucoup à cœur, il s'est prononcé en faveur du New Deal, il a des idées proches de Roosevelt, il a même écrit un essai économique assez idéaliste. Il se prononce assez souvent dans la presse sur ses idées, au point qu'il a été à un moment suspecté d'être un communiste, ce qui lui attire quelques ennuis d'ailleurs, et qui contribuera dans la suite de sa carrière à un exil volontaire des États-Unis, parce que ses soupçons vont se renforcer au fur et à mesure qu'il sera de plus en plus clair, on va dire, dans son discours. Et donc tous ces éléments font qu'il a envie d'aborder cette question-là. Un reporter à qui il discute à un moment lors d'une interview et à qui il annonce qu'il va aller se rendre dans la ville de Detroit lui dit vous devriez aller voir les nouvelles usines qu'ils ont, hein, qui sont donc sur les idées de Taylor, qui pourraient vous inspirer sur quelle est la marche actuelle du monde. Et donc il voit ce travail à la chaîne, et c'est un élément qui va évidemment être central dans son futur film. Donc reste à régler cette question du parlant. En 1931, au moment de la sortie des Lumières de la ville, Chaplin a une posture encore assez radicale concernant le son. Au moment du parlant, il disait que le parlant allait durer 6 mois et que c'était une espèce de mode dont on ne parlerait plus au bout d'un moment. Et au bout d'un moment, il est forcé de se rendre à l'évidence. Et il explique qu'il comprend l'idée que le parlant puisse attirer, mais que ça ne correspond absolument pas à son écriture, à son comique. Et c'est vrai que forcément, ça déstabilise tout l'art qui est le sien, qui est celui de la pantomime.
Et donc il se pose la question de savoir comment il va faire ce nouveau film. On est quand même, voilà, là, à cette époque-là, on est en 1934, donc ça fait un moment que le cinéma est établi en tant que cinéma sonore, et il décide d'essayer de s'y atteler. Donc il écrit un scénario entièrement dialogué, dont on a gardé des traces, et qui est d'ailleurs assez savoureux, hein. Les répliques qui sont celles de Charlot lorsqu'il parle dans ce scénario prévu au départ, montre un personnage doté d'un humour très pétillant, aux limites de l'absurde par moment. Quand elle lui dit, par exemple, quand il lui demande d'où elle vient et qu'elle dit je viens de nulle part, dans la version dialoguée, il répond bah, moi aussi, ça tombe bien, je viens de là. Et donc il y a des jeux d'esprit comme ça, quelque chose qui est une valeur ajoutée assez intéressante au personnage. Donc il commence le tournage. Donc au départ, il a plusieurs idées un peu différentes, il expérimente pas mal de choses, c'est sa méthode d'ailleurs, notamment au moment des courts-métrages. Les tournages de Chaplin étaient longs et coûteux parce qu'il n'avait pas de scénario au départ. Dans les premiers films qu'il fait, surtout les courts, il avait un cadre, un décor, des accessoires, et en fait, il répétait des journées entières jusqu'à trouver une véritable chorégraphie qui serait le comique final. Et là, sur le thème de l'usine, etc., il brode certaines idées. À un moment, il imagine que les roues dentées permettront de casser des noix, par exemple. Il imagine aussi à un moment que dans un des segments du film, Charlot se retrouve sur une île déserte pour faire une espèce de parodie de Tarzan ou de King Kong. Donc il a plein d'idées qui sont très disparates. Et il arrive à quelque chose qui a une ligne directrice, et dans lequel il donne un rôle assez important à Paulette Goddard. Et il tourne une ou deux journées en parlant, et au visionnage des rushs, il n'est pas du tout satisfait, et il décide de laisser complètement tomber et de revenir à son idée de départ, enfin à sa méthode, à savoir celle des cartons pour les dialogues. Mais il fera quand même un travail important sur le son, hein, vous l'avez vu, les effets sonores sont vraiment importants dans le film, la musique aussi, bien sûr, mais c'est quelque chose qu'il a compris comme étant un élément susceptible de comique, et on va retrouver pas mal de scènes qui joueront sur le son. Pour ce qui est des paroles, elles auront un rôle vraiment particulier, j'y reviendrai un peu plus tard. Donc, il s'occupe aussi de la partition musicale, qu'il écrit entièrement, hein, c'est le compositeur. En revanche, c'est pas lui qui compose, il ne sait pas écrire pour un orchestre symphonique, donc il a des collaborateurs, des arrangeurs, des orchestrateurs, qui rend d'ailleurs assez fou, parce qu'il a des exigences très précises, et qui sait exactement ce qu'il veut au niveau du rythme, notamment par rapport à ses scènes. Et donc, il entame le tournage, un tournage qui est plutôt facile en fait par rapport au précédent. Le tournage s'échelonne entre octobre 34 et fin août 35, c'est-à-dire qu'il dure à peu près 10 mois et demi, ce qui est très long, hein, pour un film qui fait finalement moins d'une heure et demie, mais qui en réalité, par rapport au travail habituel de Chaplin, est un tournage, c'est son plus court depuis son premier long métrage, hein, qui était l'opinion publique, et probablement parce que il remet en place un système qui est assez proche de ses courts métrages. Quand on regarde la structure générale du film, en fait, on a clairement 4 films qui sont accrochés les uns aux autres, hein. Vous avez l'usine, vous avez la prison, vous avez le grand magasin et le cabaret à la fin. Et c'est des formats dans lesquels il se sent plus à l'aise et qui peut raccrocher ensuite par quelques artifices scénaristiques, en fait. Autre élément qui l'intéresse, le fait de ne pas tourner finalement en parlant ne l'oblige pas au format de 24 images par seconde. Et ça lui permet, dans les séquences d'action les plus rythmées, de passer à 18 images secondes, ce qui évidemment a contribué à accélérer un petit peu l'action, et il va l'utiliser dans un certain nombre de séquences, notamment celle de l'escalator par exemple, ou le moment où il assomme les gens dans la prison, etc. Et évidemment, c'est quelque chose qui lui correspond totalement à sa stylistique habituelle, si vous voulez. Donc le tournage se déroule sans encombre, ce qui est assez rare dans la carrière de Chaplin, parce qu'il a toujours eu beaucoup de problèmes privés qui venaient complètement phagocyter son entreprise créatrice. Là, pour le moment, ça se passe vraiment bien. Et sort donc en 1936, avec un accueil qui est plutôt favorable, même si on l'attend évidemment un petit peu au tournant. Ça fait quand même 4 ans qu'il n'est pas reparu sur les écrans. Et certains, évidemment, y voient une œuvre gauchiste qui serait dangereuse dans son propos, et d'autres considèrent que
qu'il est devenu un peu un ancien qui n'arrive pas à se mettre au goût du jour, puisqu'il s'obstine à encore faire un film majoritairement muet avec des cartons en guise de dialogue. Mais il n'empêche qu'évidemment, ce film est devenu un des plus appréciés, un des plus célèbres de Chaplin, et qu'on a évidemment retenu beaucoup de choses dans son propos et aussi évidemment dans sa forme. Le film a subi un procès de la part d'une société franco-germanique, Tobias, qui en fait y a vu un plagiat d'un film de René Clair de 1931 qui s'appelle À nous la liberté, qui parle aussi de ce travail en usine, etc. René Clair lui-même était extrêmement embarrassé parce qu'il admirait beaucoup Chaplin, il n'avait pas du tout envie d'être en conflit avec lui. Et après la guerre, ils ont réitéré leurs attaques. Et Chaplin était persuadé que c'était pour ce qu'il avait fait dans Le Dictateur, vu que l'entreprise était aussi allemande. Et il a été quand même menacé à un moment de devoir détruire le négatif original. Et il a trouvé un arrangement financier qui lui a permis de conserver son film. Donc c'est un film qui... dans un premier temps, évoque évidemment un cadre qui est celui de la machine, de façon générale, avec ce titre, Les temps modernes, et qui va projeter le personnage habituel de Chaplin dans une structure qui est une structure totalement aliénante et dévorante. Le premier plan, d'ailleurs, où vous voyez ces moutons avec au centre, si vous êtes attentif, un mouton noir, qui évidemment est le personnage du vagabond, et en montage alterné avec la foule des travailleurs, est très proche du cinéma soviétique. Eisenstein fait ce genre de parallèle de manière assez fréquente, et nous montre évidemment un cadre extrêmement contraignant, une sorte d'abstraction. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on ne vous expliquera jamais à quoi servent ces fameux boulons qu'ils vissent en permanence. Il y a quelque chose qui est devenu complètement aliénant et déshumanisé. Et une thématique qu'on va retrouver pendant tout le film, qui est celle de la dévoration. Il y a un travail sur la nourriture constant, où on voit vraiment ces machines qui dévorent littéralement les personnages, avec cette image célèbre de Charlot qui rentre dans les engrenages, mais aussi le thème de la nourriture qui est en écho. Il se fait manger par la machine, et en même temps, quand un homme sera dévoré par la machine, on le fera manger à l'intérieur, lorsqu'il retourne à l'usine après. Et on voit en permanence cette image de travailleurs qui, pour se nourrir, pour avoir un salaire, sont obligés de se faire dévorer par cette machine. Donc on a une espèce de cercle vicieux comme ça qui est très clairement montré. Et à l'intérieur donc de cette structure, on vous montre aussi une uniformisation permanente où tout doit fonctionner en rythme, où on augmente les cadences, et où cette uniformisation, on va la retrouver dans d'autres segments. On la retrouve notamment en prison, lorsqu'ils doivent tous marcher au pas, et pareil dans la façon dont la police va systématiquement mater ceux qui, dans la rue, vont avoir un discours un petit peu contestataire qui sort de la routine, si vous voulez. Donc ça, c'est quelque chose qui, évidemment, crée un cadre social dans lequel, évidemment, Chaplin a un propos, et il balance littéralement son personnage à l'intérieur, qui est une sorte d'électron libre, si vous voulez. Et ce personnage-là, c'est celui qui va dynamiter un petit peu toute cette structure. Et c'est là qu'intervient le travail sur le parlant. Si vous regardez la manière dont le son est évoqué dans le film, il n'y a jamais de paroles directes qui sont sonores. Chaque fois que la parole intervient, elle passe par des appareils technologiques, constamment. Donc on a une radio, on a des micros, on a aussi le disque, qui d'ailleurs a l'air de vraiment faire des personnes autour de la machine, des automates qui ne peuvent pas parler et qui s'en remettent à ce que le disque raconte de cette démonstration très automatisée. Et c'est évidemment un regard très intéressant, parce que Chaplin montre que cette parole-là, elle est automatisée et elle est au service d'une machine qui n'a absolument aucune humanité, justement. Et lorsque on se retrouve dans cette scène où il fume en cachette, par exemple, et que l'écran le surveille, on est dans une préfiguration de pas mal de thématiques qu'on retrouvera plus tard, avec Orwell, par exemple, ou avec, un peu plus tard, Brasil, de Terry Gilliam, et ses écrans de surveillance absolument constants. Et c'est quelque chose, là, de très novateur de la part de Chaplin, qui, lorsqu'il montre un patron qui parle à travers un écran ou un micro, devient le patronat tout entier, si vous voulez. Donc la symbolique est assez puissante. Et évidemment,
En contrepoint, toutes les paroles qui seront des paroles d'échange direct eh bien, se feront encore par les cartons, parce que c'est l'humanité telle que la voit Chaplin, et qui passe par la gestuelle, quelque chose de très humain. Car cet électron libre-là, c'est vraiment la manière de mettre en place un mouvement à l'intérieur de la structure. On remarquera que le personnage veut toujours bien faire, hein, ça c'est un des traits distinctifs du personnage de Charlot. C'est quelqu'un qui a une bonne intention, mais qui, du fait de sa maladresse, fait toujours tout s'enrayer et à une très grande vitesse. Et on est évidemment dans celui qui est un corps vivant dans un monde automatisé. Très clairement, si vous regardez toutes les manifestations du personnage, elles sont toujours liées à quelque chose qui est lié à son corps. Il se gratte, il avale une mouche, il veut aller fumer, donc satisfaire un besoin, etc. Et c'est ces mouvements-là qui ne sont pas inscrits dans la structure, dans la rythmique de l'uniformisation, qui font qu'évidemment la machine s'enraye et que le comique peut subvenir. C'est d'ailleurs intéressant de comparer cette mécanique-là à la phrase célèbre qu'a Bergson de sa définition sur le comique, qui dit que le comique, c'est du mécanique plaqué sur du vivant. Hein, sur cette raideur, sur quelque chose qui crée le ridicule. Dans les temps modernes, c'est exactement l'inverse. Le monde a été entièrement mécanisé et d'une certaine façon, Charlot, ce serait du vivant plaqué sur cette mécanique et qui l'empêche d'avancer et de tourner dans cette routine qui est liée évidemment au profit des riches patrons qui font leurs puzzles dans leur bureau. Donc, ce personnage-là peut être évidemment considéré comme une forme d'anarchiste, hein, un personnage qui aurait l'envie d'en découdre avec le système, propos qu'on prête justement à Chaplin lui-même. Mais si vous regardez la manière dont il intervient, il y a quelque chose d'important aussi, c'est que c'est toujours le hasard qui fait de lui un séditieux. La façon dont il s'empare, par exemple, du drapeau, hein, fait qu'il se retrouve considéré comme le meneur d'une grève et d'une émeute, alors qu'évidemment c'était un hasard. C'est la même chose pour la brique qui balance sur un policier, qui a été là aussi le résultat d'un gag très commun, mais qui cette fois prend une dimension de discours social, politique et idéologique. Et c'est là, évidemment, une façon pour Chaplin de répondre un petit peu à ceux qui ont tendance à surinterpréter son discours et à faire de lui quelqu'un qui utiliserait, si vous voulez, la comédie, une comédie qui parle au très grand nombre, et c'est la raison pour laquelle certains réactionnaires ont très peur d'un discours qui serait gauchisant et qui s'adresserait au plus grand nombre, sachant que le plus grand nombre pourrait évidemment avoir des sympathies pour un discours qui irait en faveur du peuple. Là, on voit cette façon qu'il a de se moquer de ceux qui, justement, le prendraient pour un idéologue. Son personnage se retrouve toujours par hasard, de la même façon. Hein, la manière dont il contribue à être du côté de la police à l'intérieur de la prison se fait, si on y pense bien, sous l'effet de la drogue. Ce qui est particulièrement courageux à l'époque. Le code Hays, le code de censure, était en vigueur à ce moment-là, et il y avait une interdiction absolue de montrer toute drogue. Donc là, il joue aussi un petit peu avec le feu d'une certaine manière, et il fait de cet élément, là aussi, on met de la cocaïne à l'intérieur de la prison, et ça va lui l'inspirer d'une certaine façon et faire de lui quelqu'un qui subitement serait du côté de l'ordre et aurait la force pour assommer tous les gangsters, etc. Donc on a à chaque fois un double regard qui est impertinent, si vous voulez, par rapport à la simplicité de lecture politique qu'on pourrait en faire. Et donc, pareil pour tout ce qui est de l'uniformisation. La manière dont le personnage sort du cadre et devient réellement fou est une déclaration largement plus poétique que politique. Si vous regardez cette machine qui aliène tout le monde, lui devient réellement fou quand il a été avalé par la machine, et ensuite il va faire une entreprise de sabotage qui consiste à réellement tout dérégler dans l'usine. Mais ce dérèglement, c'est quelque chose de profondément, évidemment, poétique, qui va permettre l'émergence du rire, et surtout qui va montrer deux types d'aliénation. La sienne, c'est celle d'un délire chorégraphique, si vous voulez, et érotique aussi, d'ailleurs. C'est assez intéressant de voir la manière dont tous ces gestes, évidemment, qui voient des boulons partout, vont le conduire à vouloir poursuivre des femmes pour les boulonner, si vous voulez. Donc là, il y a évidemment pas mal de sous-entendus. Et
Et en même temps, les personnes qui sont réellement les plus alignées, ce sont celles qui veulent le faire retourner dans le rang. Et la meilleure façon qu'il a, évidemment, c'est de remettre la chaîne en route. Et à chaque fois, elles se sentent obligées. Elles ne peuvent pas. Elles sont tellement rivées à la machine, elles en font partie que quand il remet la chaîne en route, elles sont obligées de quitter la poursuite pour pouvoir refaire marcher la machine. Donc, si vous voulez, toute cette architecture extrêmement carcérale, on pourrait même dire totalitaire, elle est, au bout d'un moment, et on le voit, pensée par Chaplin pour devenir quelque chose qui va servir son comique. On est à l'inverse, par exemple, de ce qu'avait fait Fritz Lang dans Metropolis, en 1927, où l'architecture symbolise de manière extrêmement radicale les couches sociales, et elle contraint totalement les gens, et la seule façon d'avoir une idée de libération, c'est de tout détruire. Ici, au contraire, il fait avec les structures, et ça devient un véritable ballet. Il est dans les rouages, il est dans les chaînes, etc., et il fait quelque chose de beau et de poétique. L'autre élément aussi du film, c'est celui de la romance, puisqu'il y a toute cette histoire d'amour, avec un récit alterné, ce qui est assez rare dans les films de Chaplin, qui est entièrement dédié à la gamine, comme elle s'appelle, donc jouée par Paulette Goddard, et qui a sa propre histoire avant de rencontrer le personnage de Charlot. C'est un personnage qu'il envisage comme étant son double. Il le dit très clairement dans les notes préparatoires du film. Il dit que ce sont à propos du couple, il dit que ce sont les deux seuls esprits libres dans un monde d'automates. Il dit ils sont vraiment vivants. Et ce qui l'intéresse, c'est justement de montrer cette vie. Et effectivement, la première fois qu'apparaît le personnage de Paulette Goddard à l'écran, c'est une sorte de pirate qui, là pour le coup, a un beau petit programme communiste, puisqu'elle va voler les biens, les redistribuer aux pauvres, et elle mange sa banane avec une forme de hargne qui clairement montre qu'elle assume totalement son geste. Et donc elle va devenir une sorte de double qui va ajouter évidemment un élément féminin, un élément pétillant dans son existence, et créer un véritable duo. Et il va se créer avec cette femme l'idée à un moment d'intégrer, si vous voulez, ce cliché du rêve américain, du home sweet home, avec cette jolie ménagère qui a l'air tellement contente de rentrer chez elle faire la cuisine, et qui va générer un rêve de leur part qui, quand on regarde la façon dont le comique est mis en place, a l'air de fonctionner à l'inverse de ce qui est en train de se construire, à savoir la société de consommation. Généralement, on voit des gens qui courent pour aller consommer. Eux, dans cette maison rêvée, c'est tous les produits qui viennent à eux, jusqu'à la vache, qu'on n'a même pas besoin de traire, et les raisins, les pommes, etc. Il y a vraiment quelque chose qui fait que eux sont dans un bonheur qui fait que tout vient à eux. Et ça se doublera après par une autre forme de rêve d'enfant, qui est celui du grand magasin, dans lequel évidemment on peut disposer de tout. Et l'endroit où ils se concentreront le plus, c'est évidemment le rayon des jouets et le rayon de l'enfance, bien entendu. Et donc on a ce mouvement continu avec cette séquence de patinage qui est très belle et qui symbolise beaucoup de choses. C'est à la fois le mouvement et la grâce du pantomime de Charlot, mais aussi cette idée de danser au bord du gouffre, qui est constante dans l'intrigue et qui montre ces personnages qui ont des désirs d'intégration, mais qui sont systématiquement rejetés par la société à chaque fois. En gros, la virgule du récit, c'est très clairement le fourgon de police dans lequel il retourne à peu près toutes les 10 minutes, parce que le hasard a fait que la société lui dit non, électron libre, il ne faut pas. Et donc on retourne à la case prison, très clairement. Et c'est la raison pour laquelle on a ces pulsations, c'est cette espèce de musique, mais l'impossibilité de réellement s'établir et de trouver un moment où on va pouvoir s'arrêter. Tous leurs rêves sont systématiquement interrompus, y compris celui-ci, avec un policier derrière qui les regarde et qui les trouve suspects du simple fait qu'ils soient assis par terre en train de sourire, si vous voulez. Donc il y a une incompatibilité entre la capacité de rêver, de sourire, d'imaginer, et puis la société dans laquelle ils sont. Et donc on en arrive à cet adieu de Chaplin à Charlot. Donc le film, après 25 ans de collaboration entre Chaplin et son personnage, Charlot, c'est le dernier dans lequel il va apparaître. C'est intéressant de remarquer qu'au départ,
c'est un travailleur, c'est comme ça qu'il est mentionné dans le générique, et à la fin, c'est un vagabond. Généralement, on est dans une structure inverse où on a un vagabond qui essaye, dans la quasi-totalité des films de Chaplin, de trouver un emploi, et c'est aussi le cas ici. Mais là, c'est au départ un travailleur, et sur l'image finale, ce sera un vagabond. Chaplin refuse que son personnage suive la structure traditionnelle qui voudrait qu'à la fin, il soit établi, qu'il ait réussi à conquérir quelque chose qui soit le modèle économique du rêve américain, si vous voulez. Il ne veut absolument pas rentrer dans cette case-là. Donc c'est important pour lui de terminer là-dessus. Et on a donc une fin suspendue qui montre un personnage qui finalement décide pour échapper au rouage de la machine, d'être en roue libre, si vous voulez, avec cette route infinie qui est devenue une image extrêmement célèbre et qui laisse entendre que les aventures vont continuer, mais qu'elles vont continuer cette fois dans l'imaginaire, puisque c'est la dernière fois qu'on verra Charlot à l'écran. Ce qui reste, c'est donc l'idée du mouvement. Et ça reprend toute la thématique qu'on a pu voir, puisqu'on passe d'un espace fermé, on a eu l'usine, on a eu la prison, à un espace cette fois qui est infiniment ouvert et qui est celui des possibles, où Chaplin dit clairement que tout est encore envisageable et que puisque ce personnage se met en danger en prenant la route, il va aussi faire évidemment l'expérience infinie de l'imaginaire et de la liberté. Dernier point, c'est la question donc de la parole et du son, puisqu'il y a cet éloge de la création qui est fait en filigrane dans le film et qui trouve vraiment son apogée dans l'une des dernières séquences. On a entendu à cette époque-là une seule fois la voix de Chaplin, de manière très subreptice. Un jour, il est devant un micro radiophonique d'un reporter et il vient dire bonjour. Et c'est quelque chose qui est extrêmement troublant pour le monde qui ne le connaît évidemment que par l'image. Et on a vu qu'il avait renoncé au dialogue, mais il imagine quand même ce que serait que de prendre la parole dans ce film. Et ce sera la seule fois où on entend le son de la voix, non pas de Chaplin, puisqu'il fera d'autres films parlant après, mais de Charlot, de son personnage. Et vous avez vu la manière dont il met ça en scène. On lui demande s'il sait chanter, il dit non. Il se retrouve forcé à faire quelque chose qui, évidemment, il ne sait pas faire, il ne veut pas faire. Et l'idée mise en place qui consiste à montrer qu'il ne sait pas retenir un texte, tout ça évidemment est une mise en abîme assez nette sur la manière dont Charlie Chaplin envisage son propre travail et la façon dont il n'arrive pas à imaginer devoir réciter des paroles qu'on lui aurait imposées. Pour lui, c'est ça, le cinéma parlant. Et cette image des manchettes qui volent, c'est aussi un affranchissement de ce que l'industrie essaye de lui imposer, si vous voulez, et qui va donner lieu à une improvisation extraordinaire, qui évidemment n'est pas du tout improvisée, mais une langue qui n'existe pas. Un mélange entre de l'italien, du français, et la création d'un récit dans lequel, évidemment, Chaplin va montrer le génie de son art, qui est celui de la pantomime, où on n'a pas besoin de comprendre les mots pour comprendre l'histoire, et il finit très clairement sous des applaudissements pour justement son innovation, qui, en réalité, est extrêmement ancienne, puisque ça fait plusieurs décennies qu'il la pratique à l'écran. Donc on voit cette volonté de faire perdurer cet art-là et d'associer de façon permanente son personnage à la pantomime. Et la dernière séquence montre encore cette idée-là, puisqu'il s'agit pour donner du courage à son personnage, enfin à sa compagne, il va littéralement lui dessiner un sourire sur le visage pour lui expliquer que c'est la manière dont on va pouvoir affronter l'adversité. Et on voit là un élément que reprendra un cinéaste qui s'appelle Preston Sturges et qui a tourné en 1941 un film qui s'appelle Les Voyages de Sullivan et qui reprend un peu cette même idée. C'est un cinéaste qui est extrêmement connu et qui fait des comédies et qui culpabilise de faire rire les gens avec des fantaisies alors que la crise sévit et que les travailleurs sont extrêmement durement touchés. Et il décide de faire un film social puissant qui parle des vrais gens. Donc on est vraiment exactement dans la thématique de Chaplin. Et on lui fait remarquer dans les studios qu'il connaît strictement rien aux vrais gens puisqu'il est un anti d'Hollywood. Donc il décide de se déguiser en clochard
et d'aller parcourir le pays pour s'intégrer à ces communautés. Et à un moment, il se retrouve prisonnier malgré lui, et on emmène tous les Bagnères dans une séance de cinéma, et il voit tous ces co-détenus hurler de rire à la diffusion d'une comédie. Et il comprend à ce moment-là que la comédie peut vraiment aider, y compris les gens qui sont dans l'adversité et dont le quotidien serait aux antipodes de ce qu'ils voient à l'écran. Et c'est exactement ce que dit Chaplin, finalement, dans ce film, avec cette idée très clairement d'aller voir avec le sourire.